Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné non pas de Kira cette semaine, sachez-le, Kira est aux Bahamas, si cela coule douce, je suis avec Fab de Chronique Comics. Comment vas-tu mon cher Fab et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Et merci déjà de l'invitation et je vais très bien. Alors peut-être pas aussi bien que Kira qui doit être les pieds dans l'eau, vu qu'il est au Bahamas, on sait jamais. Mais toujours un grand plaisir, d'avoir été invité, d'être là avec toi pour parler de ce petit sujet qui arrive. Oui, on va pas trahir beaucoup de secrets, hein. Je pense que nos auditeurs ont vu sur la vignette de quel jeu on va parler. On va parler de Golden Sun, mais avant, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Fab, nous dire... Voilà, Chronique Comics, qu'est-ce que c'est, qui tu es, vas-y en 2 mots, on te laisse te présenter à nos auditeurs. Moi c'est Fab, donc tu l'as si bien dit, je suis entre guillemets blogueur plus spécialisé dans tout ce qui est BD, enfin spécialisé c'est un grand mot, en gros je suis gros passionné, je suis un gros lecteur de tout genre de BD, comics, manga, etc. Et de fait, il y a quelques années, enfin il y a presque 10 ans maintenant, j'ai lancé un blog et je chronique un petit peu mes lectures, etc. Au début j'étais tout seul, puis il y a pas mal de monde qui est passé, qui ont écrit avec moi, on fait un peu des podcasts, voilà, tout ce qui nous anime un petit peu, mais pas que du livre. Petit à petit, on a parlé toute la pop culture en fait, jeux vidéo, séries télé, voilà. Donc ça a amené un petit peu moi à écouter des podcasts, donc à vous écouter et puis à échanger avec vous, à jouer un petit peu plus que prévu parce que à force de lire aussi, on se consacre à moins de temps pour faire d'autres choses et du coup là j'ai un petit peu recentré et rééquilibré mes passions parce que je fais beaucoup de choses et j'ai pas assez de temps, donc voilà. En gros, c'est moi. Eh ben écoute, tu parles exactement comme nous, donc c'est pas étonnant que tu sois invité dans la Taverne du Gamer parce que pareil, on a trop de passion, on n'a pas de temps pour tout ça. Et je vais te proposer une petite série de questions pour que nos auditeurs te connaissent un petit peu mieux et t'appréhendent et qu'ils voient à quel point tu es vraiment du même bois que nous. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ton jeu vidéo préféré ? C'est une question très difficile et tu n'es pas au courant des questions que je vais te poser. Donc est-ce que ton jeu vidéo préféré, si tu dois en citer 1, 2 ou 3, t'as le droit de tricher. En fait, je tricherai bien parce que j'écoute souvent les podcasts de Third et ils ont une technique de triche qui est exceptionnelle. Et plutôt que de donner un nom, je vais donner des sagas parce que je trouve ça exceptionnel comme système de triche. Je dirais la première saga avec laquelle moi j'ai débuté. Alors par affiliation, je dirais c'est Final Fantasy. Mais en vrai, une des premières sagas que j'ai commencé qui m'a amené au Final Fantasy, c'est Chrono Trigger. Et du coup, donc en fait, de ce RPG où je pigeais rien, on va pas se mentir, parce que j'y ai joué, c'était en anglais sur la Super Nintendo, je crois avec un adaptateur sur lequel on mettait 2 cartouches pour jouer au jeu qui n'était pas français. J'étais gamin, je jouais là-dessus, j'ai rien compris à l'histoire, on va pas se mentir, c'était beau, c'était mignon, et puis c'était surtout le dessinateur, c'était Akira Toriyama, donc évidemment je suis allé dessus. Et le fait que ça m'a apporté derrière sur ma première console au saga Final Fantasy. Donc c'est là-dessus que j'ai fait mes armes. Très beau. Pour le reste, voilà. On suit évidemment Golden Sun qui a une place particulière dans mon cœur, mais on en reparlera très certainement tout à l'heure, plus en profondeur. Alors, Chronique Comics dit comics, hein, tu verras mon esprit de déduction quand même très très fin. Quel est ton comics préféré ou si tu dois préconiser ou conseiller le comics de cœur de Fab à nos auditeurs, ce serait quoi ? Clairement, pareil, ça serait les Tortues Ninja. Alors c'est pas du tout objectif tellement j'aime cette licence. Donc je pourrais en parler des heures et des heures, mais voilà, c'est un peu compliqué de trouver en France. On a quand même depuis 2018 la chance d'avoir une des meilleures itérations des Tortues récentes qui est disponible en français chez iComics. Donc voilà, c'est le comics que je donnerais parce qu'il y a du super-héros en solo, il y a du super-héros en équipe.
Chacun a son moment épique, on va dire. Chacun a son histoire, son petit arc. En fait, on retrouve un petit peu tout ce qui fait l'essence des super-héros dans ce comics-là. Après, je suis pas du tout objectif quand je vends les Tortues Ninja, parce que j'aime beaucoup tout ça. Mais lisez les Tortues Ninja, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, dernière petite question. Bon, je connais déjà la réponse, mais quelles sont tes passion en dehors de la pop culture? Je crois que t'es fan d'un certain sport, même plus fan, mais grand connaisseur même et pratiquant. Alors vas-y, fais-nous un petit peu rêver. Ouais, bon, je pourrais vous faire une liste de tout ce que je fais autour, mais on va dire que entre deux, je fais beaucoup de basket. J'adore ça. Je joue, je coach, je suis le basket un petit peu trop, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Plus que ça, en plus là, on est en plein JO, donc on regarde un petit peu. Moi, j'en profite pour prendre ma dose de basket. Tu te régales. Exactement, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'aime bien échanger. En plus, sur Twitter, les cercles se font assez vite parce que la communauté basket est un peu petite, donc on échange vite et passionnément. Ça reste toujours globalement dans la bonne ambiance, un peu comme quand on échange là. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime par-dessus tout, quoi. Après, à côté de ça, je fais beaucoup d'autres choses. Je dessine, je fais des jeux vidéo, des chroniques, voilà, des petites choses. Je vous posterai un petit peu le gris-gris que j'ai fait pour cette émission après, mais je montrerai ça tranquillement après. Ah, c'est trop classe ça, merci beaucoup. Bah écoute, déjà merci pour la présentation. Encore une fois, merci d'être présent. Donc je présente un petit peu le concept de l'émission, mais c'est vrai que durant cet été, c'est notre pause estivale. Donc je suis sans Kira, il fera une émission sans moi aussi. Et du coup, on a des intervenants, donc merci à toi, merci à l'intervenante qui fera une émission aussi avec Kira. C'est important pour nous, ça nous permet de poster du contenu tout en faisant des breaks, et c'est vrai que prendre un peu de repos, bon, ça fait toujours du bien. Et donc durant cette émission, Fab, vraiment disclaimer, sans aucune pression, du papotage, on va discuter de Golden Sun. Aussi, on se réserve le droit de spoiler un petit peu, je sais pas ce que t'en penses, mais là il y a un peu de prescription quand même. Ouais, complètement. Et même si le jeu est disponible depuis quelques mois à nouveau sur le Nintendo Switch Online, on va être obligé de toucher du doigt certaines parties qui sont un peu spoil, parce que c'est des parties essentielles et qui font l'essence du jeu, donc je pense qu'on ne nous en voudra pas trop, du moins j'espère. Nous en tenez par rigueur, mais au moins vous êtes avertis en début d'émission. Et aussi, comme toujours la taverne du gamer, voilà, ambiance chill, bonne ambiance, bienveillance. Et je vais même commencer par une question un peu perso, et après j'arrête avec mes questions, on rentre dans le vif du sujet. Mais quel est ton rapport avec Golden Sun? Si t'as un petit souvenir nostalgique, c'est vrai qu'on active souvent la clochette de la nostalgie sur la taverne du gamer, mais voilà, si t'as un petit souvenir nostalgique de ton enfance, quelque chose qui te rappelle la saga, ou ce que cette saga t'évoque, voilà, qu'est-ce que tu citerais? Clairement, en fait, moi, la GBA, c'est vraiment une console de cœur. C'est une console que, déjà, de par son format, j'ai pu trimballer partout, m'a suivi pendant vraiment de très nombreuses années. Et en fait, Golden Sun, j'ai ce souvenir des publicités qu'il y avait à l'époque, parce que la première publicité de Golden Sun que j'ai vue, je l'ai pas vue dans un magazine ou quoi, je l'ai vue à la télé. C'était, si je me souviens bien, une pub où il y avait un orchestre, alors je sais plus si c'est dans une salle de théâtre ou dans un opéra, qui commence à jouer avec des violons et tout, et il y a un dragon qui arrive, et en fait les violons commencent à balancer des flèches enflammées sur le dragon et tout, et en fait le dragon qui apparaît, c'est une des invocations qu'on voit apparaître dans Golden Sun. Et petit à petit, alors c'est de mémoire, mais il faudra peut-être mettre le lien de la pub, mais de mémoire, la caméra s'éloigne de la scène, et en fait, on sort de l'écran de la Game Boy, on voit la Game Boy, et on voit le grand dragon faire son invocation avec la grosse boule de feu qui atterrit sur Terre. J'ai pas noté le nom parce que j'ai complètement zappé le nom de cette invocation, mais c'est comme ça le premier souvenir que j'ai de Golden Sun. Après, s'ensuit, une fois que j'ai vu ça, moi, on me vend un dragon, un dinosaure ou autre. Je suis le premier à partir dedans. Et du coup, j'ai scruté tous les magazines, parce que à l'époque, pas d'internet, on va pas se mentir. Donc, le moindre screenshot, le moindre dragon, la moindre page de pub, je ziotais et je l'ai acheté. Day one, vraiment. Je me souviendrai, je suis allé l'acheter avec mes parents en bagnole. Et tout le retour, j'ai
pensé le livret qu'il y avait à l'intérieur. J'ai tout mais lu les dans tous livrets, les sens et tout. Voilà. Alors j'avais un peu de route, ça m'a aidé à lire ce livret. Et du coup, j'étais super content. Mais depuis, je le refais. Franchement, allez, peut-être pas tous les ans, mais au moins tous les 2 ans. Mais c'est vrai qu'on a tous un souvenir avec les livrets, et c'est marrant que t'en parles parce que moi aussi c'est un souvenir relatif à Golden Sun, et je vais dire une des plus grandes cruautés ou injustices de mon enfance, c'est que j'avais pas le droit de jouer beaucoup à la Game Boy, 1 à 2 heures par semaine, donc il me restait quoi ? Il me restait mon livret. Donc tu vois, c'est ça qui un petit peu la magie nostalgie quand même. Et puis enfin, on va pas se mentir, les livrets ils étaient quand même riches, surtout celui de Golden Sun, il y a quand même pas mal de choses dedans. Des illustrations. On est loin de maintenant, c'est ça, les illustrations. Et puis, ça reste une console 32 bits, mais une fois qu'on s'est imprégné des illustrations qu'il y a sur la boîte, sur les livrets et tout, quand on prend le jeu, ça donne une toute autre dimension à l'aventure. Et donc moi, mon souvenir d'enfance, pourquoi j'ai craqué, j'aime bien expliquer ça un petit peu, tu vois, l'élément qui te pousse à l'achat. Et moi, quand j'étais gamin, en fait, pleine période Pokémon, là on sortait de Pokémon or et argent en termes de période, et c'est tout simplement les jeans, donc on en reparlera, c'est des petites créatures, des petites invocations que l'on a pendant l'aventure, et c'est ces jeans-là qui m'ont fait, pas les jeans, les pantalons évidemment, mais les jeans, les créatures, qui m'ont fait craquer sur Golden Sun. Et j'ai du coup embêté. Mais on va pas se mentir, le chara design, que ce soit des persos ou des jeans, est vraiment réussi, je trouve, parce que ils ont ce petit truc en un coup d'œil, on sait exactement le message qu'on veut te faire passer. Ce que je te propose, Fab, c'est pour commencer, donc là on va attaquer un peu plus dans le vif du sujet, c'est de nous parler d'abord du studio, des créateurs, si tu as noté quelque chose sur ce sujet-là, mais en tout cas, qui a fait cette saga qui est si chère à notre cœur. Il faut se remettre dans le contexte, Golden Sun, il sort en 2001 au Japon, il sort 1 an après en France, et à la tête du projet, c'est quand même une équipe qui a fait ses armes, qui est reconnue, à savoir toute l'équipe qui dirigeait les Shining Force. Eh oui. Donc les Shining Force, c'est une saga qui avait fait ses preuves, qui encore aujourd'hui a des adeptes. Et on a, entre autres, c'est un peu exhaustif, et vous excuserez peut-être mon japonais qui n'est pas des meilleurs, on a Hiryoku Takahashi qui était responsable des Shining Force, avec Shin Yamanouchi qui était chara designer sur les Shining Force aussi. Et tous deux vont être accompagnés de Hiroshi Yamauchi, qui était PDG de Nintendo à l'époque et qui sera le producteur du jeu, enfin des 2 jeux, Golden Sun 1 et Golden Sun 2. Je savais pas. Et en fait, c'est l'ancienne, comment on appelle ? C'est l'ancienne grande garde des Shining Force qui vont être accompagnés de Motoi Sakuraba, qui compose toutes les musiques et qu'on a entendu sur des musiques plutôt récentes. Récemment, il a fait des musiques pour Dark Souls en fait. Il est aussi passé sur Star Ocean, les Mario Golf, Baten Kaitos pour ceux qui ont déjà joué. Donc c'est quand même des noms qui étaient déjà reconnus à l'époque. Ouais, c'est ça. Et évidemment, créer une je vais faire une analogie encore par rapport au basket, mais créer une Dream Team des meilleurs joueurs sans avoir un fond de jeu ou une idée précise de là où tu vas, ça a aucun sens. Du coup, Camelot Studio, eux, ils avaient une expertise dans la saga des Shining Force, donc ils se sont dit, nous, on maîtrise les RPG, on veut faire les RPG. Alors, il y avait des histoires de droit, etc. Ils étaient pas très contents de certains Shining Force et tout ça. Donc c'est ce qui les a amenés de mémoire à faire ce studio un peu indépendant pour avoir un peu les mains libres. Ils ont beaucoup œuvré sur tout ce qui est jeu de golf jeu de sport pour Nintendo et un peu chez Sony aussi, avec le Everybody Golf. Alors je sais, ils en ont sorti sur PlayStation 1. Moi j'ai énormément joué à ceux sur PSP. Toujours pareil, format portable qui était vraiment très très cool. Et chez Nintendo, les plus connus, Mario Tennis, Mario Golf, voilà. Donc ils avaient fait des jeux de commande, on va dire, et on leur a donné le feu vert pour faire les Golden Sun. Alors les Golden Sun, clairement, on va pas se mentir,
c'est un jeu qui transpire l'amour pour le genre de la part de toute l'équipe. Il faut savoir aussi que le Golden Sun était pensé pour être une seule aventure et que dû à des limitations techniques, ils ont dû le couper en 2 et c'est pour ça qu'on a Golden Sun, c'est partie 1 et partie 2 qui est donc Golden Sun et Golden Sun l'âge perdu qui sera le 2 et qui amènera la suite de l'histoire de par le fait qu'ils ne pouvaient pas tout rentrer sur une seule cartouche. Ouais. Mais ce qui est étonnant quand même avec ce studio, c'est leur appétence très forte aux jeux de sport, alors qu'on parle quand même de JRPG, donc des jeux de rôle japonais assez codifiés, mais en même temps ils excellent dans les jeux de sport, et ça j'ai trouvé ça vraiment... Enfin tu vois, c'est un pédigré assez surprenant quand même. Ouais, mais enfin moi j'ai envie de leur dire, c'est bien gentil Mario Golf, mais on attend la suite. Non, en vrai, je suis d'accord. Après, est-ce que dans quelle mesure ils ont eu besoin ou pas de faire ces jeux un peu en mode commande pour faire survivre le studio? Ça, j'ai pas le détail. Par contre, la force est que peu importe le style de jeu, ils le font toujours bien. Même si c'est un jeu de commande, ils le bâclent pas. Ouais, c'est ça. Le soin est toujours apporté, quel que soit le jeu. De toute façon, pour avoir la confiance de Nintendo, enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est un gage, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, je veux pas dire, je crois même, je suis quasi sûr que maintenant, c'est eux qui font exclusivement les jeux que chez Nintendo. Je suis pas certain qu'ils aient fait des jeux sport ailleurs. Je pense pas. J'ai regardé un petit peu et franchement, j'ai pas vu d'autres jeux à part ce Nintendo. Donc ouais, c'est que c'est un studio qui compte quand même pour Nintendo, et puis on connaît leurs exigences en termes de cahier des charges. Donc ça inaugure du très bon pour ce qu'on va vous présenter en tout cas. Et juste avant de commencer, j'avais une dernière petite chose, moi, qui m'a marqué sur Golden Sun en préparant un petit peu pour aujourd'hui. C'est le fait que Golden Sun 1, du coup, est sorti en France, et le Golden Sun 2, le second volet, est sorti très rapidement après. Du fait que les développeurs, en fait, ont tout fait comme s'il s'agissait que d'un seul jeu. Donc pour eux, ils avaient tous les assets techniques, etc. Je pense qu'ils ont pu le faire du fait que tout était aligné pour faire ces deux jeux sans qu'il y ait une attente trop longue entre les deux volets. Je trouve ça assez bien parce que le jeu est entièrement localisé en français. Pour l'époque, pour du JRPG, on est en 2001, c'était pas non plus des... Voilà, c'est quand même là-dessus un point. Moi, c'est un point qui m'a étonné qu'il y ait eu si peu d'écart en fait. Ouais, tu vois, je pense que c'est une bonne introduction à ce qu'on va présenter. Ils ont imaginé, prévu ces jeux comme vraiment un seul et même jeu, tu l'as dit, pour des limitations techniques, et il faut bien garder ça en tête parce que je pense que ça va illustrer finalement un petit peu tout ce qu'on va se dire, autant sur le gameplay, l'histoire, le game design, tous les points qu'on va aborder dans cette chronique sont un petit peu en lien avec cette volonté de faire un seul et même jeu qui a été scindé en deux, tu l'as dit, pour des raisons techniques. Complètement, ouais. Moi, je suis assez d'accord. Eh bien, écoute, je te propose qu'on attaque. On va commencer, donc il y aura des interludes musicales assez nombreuses durant l'émission, vous allez voir, on va écouter de la musique, on va se mettre bien, et juste après cette première interlude, on discutera de l'histoire de Golden Sun. Donc, l'histoire de Golden Sun. Ça va être un gros sujet pour nous. Je pense que c'est peut-être cet endroit où on va passer le plus de temps, mon cher Fab. Mais ça en vaut la peine parce que finalement, il y a un tour de force qu'on va décrire. Mais déjà, on se plonge dans le monde de Weyard. Donc, c'est un monde vraiment d'heroic fantasy qu'il faut imaginer le plus, pour nos auditeurs qui connaissent pas, le plus classique possible. Et dans ce monde, donc il y a le mont Alpha, c'est une grande montagne, un mont dans lequel il y a d'ailleurs un temple où sont cachées les pierres élémentaires d'eau, de feu, d'air et de terre. Et ces pierres, donc, elles ont un rôle très très important pour l'alchimie, parce qu'il y a de l'alchimie dans ce monde qu'on peut finalement remplacer le terme alchimie par magie. Et ces pierres, donc, si elles sont amenées dans des phares,
si on rallume des phares avec ces pierres-ci, ça permet à l'alchimie de se propager sur le monde et finalement de rayonner de toute sa puissance. A contrario, si les pierres restent dans leur temple, là où elles sont, je crois que c'est le temple de Sol qu'il s'appelle, je crois, de mémoire, si les pierres restent dans ce temple, là, dans ce cas, l'alchimie reste cachée aux yeux du monde, à part une poignée d'élus, donc on appelle les mystiques, et donc il y a des mystiques avec des affinités à ces différents éléments, et donc l'intrigue prend place dans le village de Val, là où on va retrouver nos héros d'ailleurs, Vlad, Gareth, Lina, qui finalement, déjà il y a quand même un aspect très triste, dès le début du jeu, un peu dur, où il y a un cataclysme, il y a une tempête dans ce village, et on perd un des membres déjà de notre fratrie, qui s'appelle Gareth, qui disparaît dans les flots, donc sa sœur Lina est forcément dévastée. Et quelques années plus tard, quand nos héros, enfin les héros qui restent du coup sont adolescents, vers l'âge de 17 ans je crois très exactement, il y a des malfrats qui viennent dérober ces pierres pour justement allumer les phares, comme je disais, pour que l'alchimie justement puisse inonder le monde. Donc par des petits jeux, voilà, de passe d'armes, ils n'arrivent pas à voler toutes les pierres, mais néanmoins ils y parviennent, et on découvre que dans ce groupe de voleurs, il y a Pavel, donc qui est justement notre copain qui a disparu. Je me permets, excuse-moi, si tu as juste quand tu as dit que le frère de Lina avait disparu, c'est pas Gareth, c'est Pavel. C'est Pavel. En fait, t'as dit Gareth. Ouais, et ça a son importance en fait pour la suite. Je me permets juste. Désolé. Tu fais bien de me corriger. Non, tu fais bien de me corriger, parce que Gareth, c'est le copain, lui qui est toujours là, c'est un peu le bras droit, c'est le sidekick, le gars bien, le gars fort et tout. Et c'est Pavel, en effet, qui disparaît, dans les flots. Et ça a son importance, en effet, parce que c'est Pavel qu'on retrouve dans ce groupe de voleurs, dans ce groupe de méchants. Donc c'est le premier petit twist que l'on a, c'est notre copain d'enfance qu'on croyait mort et disparu. On le retrouve quelques années plus tard, contre nous finalement un petit peu, si je puis dire, pour dérober ces pierres et faire ressurgir l'alchimie dans ce monde. Donc qu'est-ce que tu penses toi déjà du pitch de base, du postulat, avant même de détailler plus l'histoire, mais de ce pitch de base? Qu'est-ce que tu en dis? Si on se remet dans le contexte, et même maintenant avec le recul, je trouve que c'est un pitch de JRPG, tout ce qu'il y a de plus classique, en gros, la catastrophe et nos héros avec qui on fait connaissance, nos ennemis qui nous sont présentés, et voilà. Jusque là, rien de nouveau sur le soleil, mais rien de pas de négatif, mais rien qui pourrait nous surprendre. On sait ce qu'on va avoir, on sait ce qu'on attend. Et on a tout ce qu'on veut. Ouais, c'est ça, c'est un postulat en fait, moi, que je décrirais de très manichéen. Enfin, comme tu l'as dit, c'est du classique. C'est des méchants qui ont une quête bien à eux, des gentils qui ont la leur. Nous on incarne du coup Vlad, Gareth, etc. Le groupe va s'étoffer au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est un pitch assez classique. Il y a quand même un premier indice, c'est celui où tu m'as corrigé, tu as raison de le faire, c'est ce fameux Pavel qui vient finalement dès le début de l'histoire quand même semer un peu le trouble. Un ami d'enfance qui devient l'ennemi comme ça, et qu'on croyait mort et qui devient ennemi. C'est quand même, je trouvais moi dès le début un petit twist, voilà, sympa, qui inaugurait quand même quelque chose de peut-être un peu plus profond. En tout cas, c'était une petite promesse faite aux joueurs qui m'a semblé plutôt intéressant. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais moi en tout cas, tu vois, j'ai bien aimé ce petit Si, je suis assez d'accord. En fait, tu t'attends à tout le monde, et c'est surtout que c'est pas révélé immédiatement quand tu vois les ennemis. Donc en fait, t'as cette espèce de compagnon de tes deux antagonistes qui va les suivre, etc. Tu les rencontres. Mais en même temps, il y a quand même des petits indices, tu vois, sur le design du perso, où tu te dis, ah tiens, mais ça me dit quelque chose et tout, machin, tu réfléchis et tout, mais t'y prêtes pas attention, parce qu'au début, il est masqué dans toutes les discussions, donc tu en tiens pas rigueur. Et par contre, quand t'as la révélation, quoi, là, en fait, tu te poses les questions, tu te dis, mais pourquoi autant de temps, pourquoi il est pas venu avant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. T'as toute une trame et une suite de questions qui te viennent, parce que au final, toi, après les événements qu'il y a eu au départ, tu n'as pas quitté ton village, alors que lui, il est parti. Et on sait pas où. Et c'est ça. Et en fait, tout le mystère est là. Tu sais pas ce qui s'est passé, et t'as l'histoire qui débute.
et t'as l'impression qu'il est contre toi. Enfin, tu le retrouves finalement contre toi. Et ça, c'est déstabilisant dans les premières heures du scénario. Alors, ça, c'est l'intrigue de base. Intrigue qui prend d'ailleurs assez son temps. Hein, c'est pas au crédit du jeu, ça d'ailleurs. Je trouve le début, moi, je l'ai trouvé assez long. Enfin, c'est un jeu en tout cas qui est pas avare en dialogue et qui laisse les choses s'installer. Sur la GBA, c'est pas classique. Donc déjà, voilà, on aime pas. Mais moi, j'ai trouvé le début un peu long quand même. Et après, s'ensuit une quête qui finalement, là, pour le coup, assez classique. Donc on va avoir toute une trame d'événements qui vont arriver à côté de notre fil rouge, donc qui est rallumer les phares, pas les allumer, etc. Ce que j'expliquais. Donc on va avoir des voleurs qui volent un bâton magique, par exemple, ce qui permettra de rencontrer d'ailleurs le mystique Yvan, dont certains disent que c'est peut-être le véritable héros du jeu. À discuter peut-être plus tard, mais après on a village où tous les habitants sont transformés en arbres, village où les habitants sont touchés par une maladie qui les frigorifie. Il y a eu le Colisée aussi. Moi, j'ai adoré la partie du Colisée où c'est vraiment un Colisée romain où il y a des combats, des épreuves et tout. Je sais pas si tu te souviens bien de cette partie-là, mais moi, je l'adore dans Golden Sun. Si, moi j'adore cette partie du Colisée et même au Colisée, il y a la fontaine là. Je sais pas si toi tu y as passé du temps. Oui, tu balances les pièces porte-bonheur, mais j'ai farmé le truc, je l'ai farmé. Mais pareil, et combien de fois j'ai sauvegardé, jeté ma pièce pour essayer d'avoir l'objet que je veux, et 10 millions de fois, j'ai tué des piles et des piles sur cette fontaine. C'est vrai qu'il y avait les piles à l'époque, ouais, c'est vrai. Mais sinon, on a aussi donc un bateau, voyage en bateau où on croise le célèbre Kraken, hein, je crois qu'on y a eu le droit dans plein de jeux, l'île des pirates, les déserts, les forêts, des donjons, donc les fameux phares, hein, qui me font penser un petit peu aux donjons de Zelda. Je sais pas si c'est une bonne analogie, je sais pas ce que t'en penses toi, moi les donjons en tout cas ils me font penser un peu aux donjons de Zelda à l'ancienne. Alors je suis assez d'accord sur la partie donjon en lui-même, design, etc. Par contre, là où je suis moins d'accord, hein, c'est que les donjons de Zelda, t'es obligé d'en faire un pour débloquer un objet quel qu'il soit pour pouvoir accéder à un autre. Là, en fait, on te donne dès le départ la synergie, comme tu disais au début, la magie, où en fait, déjà avec tes pouvoirs de base, tu peux avancer dans le donjon, quoi. Il y a aucun, c'est pas nécessaire en fait d'avoir l'objet qui va te faire ouvrir la porte ou monter ou quoi. Tu peux déjà explorer. Alors après, certes, il y a tout un jeu où on en viendra après avec les synergies qui te permettent d'évoluer plus ou moins rapidement et de passer, tout simplement, parce que ça reste le même principe. Mais du coup, je te rejoins sur la partie design, mais un peu moins. Enfin, un peu moins. C'est pas que je suis totalement en désaccord, mais il y a cette partie où on est moins tributaire d'objets pour avancer. Ouais, t'as raison. Bah, c'est pas le même level design finalement. On le verra plus sur la partie level design. Je te donne tout à fait raison là-dessus. Surtout qu'on est sur quelque chose d'un peu plus linéaire, surtout dans Golden Sun 1, que le serait peut-être un Zelda ou le 2. Hein, tu nous diras, je vais pas spoiler ta chronique évidemment, mais en tout cas. Donc le fil rouge ponctué de plein de lieux qu'on visite, de quêtes pour donc arriver au phare. Donc les phares, on échoue finalement, les phares ils parviennent à être allumés malgré tout. Donc on va aller directement à la fin du jeu où finalement un peu triste cette fin du jeu d'ailleurs, parce que il y a Lina qui était la sœur de Pavel, qui avait été kidnappée. Donc ils avaient capturé aussi le Théos, je crois, j'allais dire le vieux, pardon, mais il s'appelait Théos ou quelque chose comme ça. Télos. Donc il y avait des personnes qui étaient capturées. On les retrouve à la fin, sur le climax de fin, où la pauvre Lina tombe dans l'eau. Donc fin un peu dramatique. Le groupe, on retrouve pas Pavel malgré tout. Nous, on reprend la route. On va voguer justement vers Golden Sun 2. Ça reste une trame de JRPG plutôt classique. Hein. Moi, ce que j'enrichirais en fait, c'est surtout on a cette sensation un peu de monde ouvert. Du coup, on a beaucoup de variance au niveau de la découverte. Des environnements. Ouais, c'est ça, des environnements. En fait, quand on passe, tu parlais tout à l'heure de la forêt de Colima, si je dis pas de bêtises de mémoire.
avec les personnes qui sont transformées en arbres. En arbre. Et en fait, par exemple, tu vois, sur cette partie, moi, c'est une partie où elle m'a marqué. Je l'ai trouvé très flippant, ces arbres. Parce que franchement, le truc, c'est que tu arrives dans une forêt où on te dit les habitants se sont changés en arbres. Bon, ok, ça passe, c'est une malédiction, ce que tu veux. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, non, c'est pas un problème. Tu peux lire leurs pensées et du coup, c'est des arbres qui sont vivants. Et là, moi, quand j'étais gamin, je me souviens toujours, c'est que tu as le fait de... Et non, mais c'est des gens qui sont vivants, qui pensent, etc., mais qui sont figés et qui peuvent pas bouger. Ça doit être interminable. C'est dramatique en vrai. Mais oui, c'est dramatique. Bah oui. Et du coup, en fait, le Golden Sun 1, sur sa trame classique, te propose beaucoup de petites quêtes annexes. Enfin, c'est des fausses quêtes annexes, hein, parce qu'en vrai, tu es obligé de les faire pour continuer à progresser. Mais par contre, c'est toujours avec je trouve, le but, enfin pas le but, mais on va dire qu'il y a toujours le thème de la responsabilité. Parce que tes personnages, ils avancent, Vlad et Gareth, ils partent de Val, ils ont la responsabilité d'empêcher les phares de s'allumer, ils ont la responsabilité de ramener Pavel, de ramener Lina, etc. quand elle se fait capturer. On va avec Ivan après. Lui, il a le bâton chaman. Mystique. Ouais, c'est ça, le bâton mystique ou le bâton chaman, je sais plus exactement le nom. Chaman, ouais, c'est chaman. Ouais. Mais il a cette responsabilité du bâton qui lui aussi a une histoire qu'on découvre de par le maître qui tenait le bâton et qui l'a légué à Ivan. Et en fait, t'as toute cette espèce de, comment dire, d'aura un peu pesante sur le sens moral de la responsabilité que tes héros vont vivre. Alors, moi, je l'ai vécu dans ce sens-là. Par contre, il y a un autre truc qui des fois m'a fait sortir, c'est les icônes en discussion. Parce que, en vrai, autant ça marche bien, les persos sont cool et tout, mais je trouve que Vlad, il a quand même un peu le charisme d'une huître quand il discute, parce qu'il fait que secouer la tête et tout, et je trouve qu'avec les côtés dramatiques, des fois, c'est un peu... ça casse un peu le truc. Mais je trouve que l'histoire est quand même assez riche pour quand tu le remets dans le contexte, et puis surtout pour la qualité de... Enfin, c'est une GBA, quoi, hein, on va pas se mentir. Donc le support et la proposition est quand même assez forte, je trouve. Ouais, et je vais appuyer sur deux choses que tu as dit, parce que je voulais mettre un peu ça aussi au cœur de ce que j'expliquais sur l'histoire. Les éléments dramatiques, on commence sur un événement dramatique, donc la perte supposée de Pavel qu'on retrouve un peu plus tard, mais qu'on retrouve en étant notre ennemi. Il y a en effet les gens qu'on va croiser qui sont plutôt enclins à des malédictions, des vols, enfin des choses un peu badantes quand même. Et le final, où on retrouve Lina mais qu'on perd parce que le phare se déchire en deux et elle tombe à l'eau. Donc on retrouve Pavel, Lina, mais finalement pas vraiment, et lui du coup il saute à l'eau pour la sauver et on sait pas ce qu'il devient. Donc en fait, le jeu est ponctué d'événements où ça nous laisse un petit goût amer, un petit goût en demi-teinte. Et ça, je trouve ça plutôt bien, mais je te donne raison sur un point que j'ai noté. Je trouve que les personnages sont assez fades, dont le héros, Vlad, que je trouve, c'est vrai, en retrait. Et il y a quelque chose qui contribue à ça, c'est qu'il nous laisse de temps en temps des choix, oui, non, mais quand on fait le mauvais choix, on nous ramène tout le temps vers le bon, donc qui finalement, ce sont des faux choix, et qui avaient pour but de nous impliquer, mais finalement, moi, m'ont un peu retiré de certains dialogues que j'ai trouvé du coup longs et sans intérêt à cause de ça. Ouais, je suis assez d'accord surtout sur les espèces d'interrogations, de choix, où tu es à un croisement et on te dit ouais, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça, et tu mets non, et là il te dit non mais pourtant tu devrais quand même, hein, vas-y fais-le, je t'assure. Non, t'as pas envie. Si, il faut que tu le fasses, vas-y fais-le, mais oui. Et en fait, tant que t'as pas mis oui, tu sors pas de la boucle de dialogue et tu restes figé là-dessus. Donc ça c'est vrai que parfois c'est un peu pénible. Après, à sa décharge, il a l'avantage de pas être non plus très très long, la première partie du jeu. Donc ça passe relativement bien, on va dire, parce que globalement, je trouve que le rythme du jeu est assez pas assez rapide, mais assez intéressant pour en fait te pousser à continuer et pas trop à t'attarder sur des choix où intuitivement t'as envie de mettre non, mais en fait comme tu veux la suite, tu mets oui parce que tu veux savoir ce qu'il y a derrière. Donc c'est voilà, ça a un bon et un mauvais côté. Après il faut le prendre avec le recul aussi. On le fait maintenant en 2024, le jeu a
plus de 20 ans. Qui nous rajeunit pas d'ailleurs, mais tu as complètement raison. Le rythme est bon, même si j'ai trouvé certaines phases un peu longues de dialogue, mais le rythme est bon. On le boucle en une quinzaine d'heures. Si on va chercher il y a quand même quelques quêtes annexes, tu sais, libérer Ahmet là tout au nord de je sais plus quelle ville, et aussi l'île des pirates qui est pas obligatoire. Je pense qu'on peut monter à une vingtaine d'heures si on va chercher tous les djinns, etc. Mais c'est assez bien rythmé. Là, c'est le bon moment. Il se passe quand même quelque chose dans l'histoire. Il y a un vrai twist et qui est amené par Golden Sun 2. Donc vas-y, si tu peux toi nous décrire un petit peu Golden Sun 2, ce qu'il a à proposer et en quoi finalement ça reste assez innovant malgré tout. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'intro, en fait le jeu est pensé pour être une seule et même aventure. Et du coup, nous, on a eu droit à 2 versions. Donc, la fin de Golden Sun 1 marque la fin d'un arc narratif à proprement parler, où en fait, on arrive sur le phare. Alors, je crois que c'est le phare de Vénus, le dernier. Vénus, tout à fait. C'est ça. On arrive sur le phare de Vénus, et en fait, ce phare est le dernier élément avec le combat contre Salamandar et Phénicia, fait que on clôt l'arc de Vlad, Gareth et sa petite bande. Mais ça, on le sait que quand on commence Golden Sun, l'âge perdu, qui est le 2e volet, parce que, sans trop de surprise, Golden Sun 2, donc je dirais Golden Sun 2 par souci de rapidité, va débuter là où le premier finit, exactement, à savoir, on va dire, quelques minutes avant l'affrontement entre Vlad, Salamander et Phénicia, sur ce fameux phare de Vénus. Et cette fois, en fait, on va nous donner le contrôle de Pavel, Lina, Telos et Alex, quatuor de personnages qu'on a déjà rencontrés dans le 1. Donc Telos est du village de Val, et on l'a déjà eu avec nous dans l'équipe. C'est le sage. C'est ça, exactement, le sage. Lina, donc, et Pavel, que l'on a déjà rencontré et abordé tout à l'heure, et Alex, qui est un personnage mystique de l'eau. Qui est avec eux. Alors lui, il a un rôle un peu particulier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on se retrouve avec ce quatuor pour avancer. Et donc Alex, lui, il voit que c'est un peu la panique sur le phare de Vénus, donc lui, il dit à tout le monde, bon, maintenant, il faut qu'on y aille, on s'en va, c'est plus possible. Pavel, lui, il est fidèle à lui-même, un peu comme on l'a vu dans le premier, il est attaché attaché. On y voit un attachement à Phénicia, Salamander et Cilia, qu'on voit qui était capturé par les antagonistes du 1 en haut du phare. Et il va monter en haut de ce phare. Le cataclysme arrive, enfin, comme tu l'as dit, hein, le pire arrive à la fin, le phare s'écroule, tout le monde se perd, etc. Tout le monde tombe à l'eau, voilà. Pavel, tête à la première, plonge aussi tel un chevalier blanc pour sauver tout le monde. Et terminer l'histoire, on est à la fin du 1 et on débute le 2. Le 2 commence comme ça, donc. On a un rapide résumé de ce qui s'est passé à la fin du 1, mais du point de vue de Pavel et des personnages avec qui il était. Et nous, on va prendre le jeu, en fait, on va nous donner la main du côté de Pavel, Telos, Lina, et on va nous donner un nouveau quatuor pour débuter le Golden Sun 2, en fait. Donc, ce qui est un sacré contre-pied quand même aux joueurs, tu vois, tu passes de ta team que tu t'es quand même attaché au groupe opposé, si je puis dire, sans déterminer qui est le gentil et le méchant, mais au groupe opposé. C'est quand même un sacré pied de nez aux joueurs qu'ils ont fait. Hein. Exactement. En fait, le twist qui est là, en fait, c'est que nous, toi, typiquement, tu as fini le jeu. Il te tardait qu'une chose, c'est d'avoir la suite avec Vlad, savoir qu'est-ce qui se passait. Je suis sur mon bateau, etc. Je suis bien, tu vois, j'ai envie de voir la suite, exactement. Exactement, et quand tu commences le 2, en fait, on te donne un nouveau groupe, un nouveau lieu de démarrage, et tu commences par un nouveau continent qui est Indra. Et ce continent, en fait, donc, t'ouvre sur vraiment une toute nouvelle aventure. On va pas se mentir, l'objectif reste le même que dans Golden Sun 1, sauf que dans Golden Sun 1, toi, tu as dirigé Vlad et sa petite troupe, et tu as fait tout ce que tu as pu pour empêcher Pavel, Salamander et Phénicia d'allumer les phares.
Visiblement, Bah oui. moi, j'ai joué à Golden Sun 2 et je pense que ta quête, elle a échoué parce que les phares, ils se sont allumés. Je suis désolé. Voilà. Ouais. On va pas se T'as mentir. été meilleur que moi sur ce coup-là. Mais là où c'est malin, c'est que dans Golden Sun 2, en fait, on nous donne donc cette nouvelle équipe avec Pavel en tête, mais au lieu d'empêcher d'allumer les phares, le but de Golden Sun 2, ça va être de les allumer. Et pour libérer les forces de l'alchimie. Donc, ce contre-pied total qui est là, en fait, ça nous permet d'incarner tous les antagonistes du premier, là où toi tu les as vus comme tu disais sur un jeu, sur un scénario manichéen, le bien, le mal. Enfin, je sais pas, je pense que tu l'as ressenti comme ça, genre t'étais les gentils. Ouais, clairement, complètement, totalement. Et du coup là, en fait, on te donne la possibilité de jouer les antagonistes et on te raconte le point de vue de ces antagonistes. En fait, dans le 1, on t'explique qu'il faut absolument empêcher les phares de s'allumer parce que sinon l'alchimie va détruire le monde, etc. Et dans le 2, on t'explique que en fait, si ils veulent allumer les phares, c'est pour rendre à la Terre la puissance de l'alchimie, pour rééquilibrer les forces, pour que dans certains villages qui sont aux portes de la destruction par les cataclysmes, etc., puissent retrouver de la synergie, puissent rééquilibrer tout ça et reprendre un train de vie normal. Du coup, avec ce petit twist-là, moi je trouve que c'est fort parce que on te montre, très sincèrement, ça doit durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie, que tout est pas tout noir ou tout blanc. En fait, suivant les points de vue, t'es méchant ou t'es gentil, ça dépend de où tu te places et de comment tu vois la chose. Ouais, c'est ça qui est brillant, en fait, tu le dis très bien. Le jeu nous propose d'incarner ceux qui ont un point de vue différent de nos héros, donc les héros qu'on a qu'à incarner, donc on a forcément adhéré à leur à leur vision des choses, à leur quête, puisqu'on a été acteur de cette quête. Et dans le deuxième volet, le jeu nous dit peut-être que tout ce que tu as fait dans le premier, c'était pas le bon choix. Et en fait, tu te remets en question en tant que joueur, tu remets en question tes héros, et peut-être que même tu vas finalement finir par adhérer plutôt à la quête de Pavel, qui est de rallumer l'alchimie dans ce monde pour, comme tu dis, rééquilibrer les forces, offrir au peuple une nouvelle puissance. Et finalement, en ayant ça en tête, tu te dis, dans le premier jeu, j'aurais certainement pas fait ça, j'aurais été du côté des autres. Et je trouve ça, mais extrêmement brillant. Franchement, pour moi, ça me semble même presque être inédit. Et avoir une suite comme ça, c'est une proposition qui, à elle seule, tu vois, justifie le fait de jouer à Golden Sun, tu vois, pour avoir cet état d'esprit, cette remise en question de ce qu'on fait dans le premier. Franchement, j'adhère à 200% à cette proposition. Mais complètement. En plus, le tour de force du studio Camelot aussi, c'est réussir à nous impliquer autant que ce qu'on a été impliqué dans Golden Sun 1 en un très court prologue, parce qu'au final, le prologue, c'est juste reprendre en main Pavel et son équipe pendant les événements du phare. Le phare explose, il tombe, il se réveille, et on a direct dans le nouveau continent avec la nouvelle équipe, et on attaque. Ouais. Le fait de passer du côté antagoniste, on a l'autre version des mystères des phares, donc ça nous permet, tu vois, d'éclaircir des questions qui avaient pas eu de réponse dans Golden Sun 1. Dans le premier. Voilà, ouais. On les a dans Golden Sun 2 très rapidement et pas besoin, tu vois, d'aller traverser le monde pour savoir que, il fallait allumer le phare pour telle raison. On nous le dit, c'est fait, au moins cette question et cette partie de mystère, elle est résolue. Elle est close, ouais. Voilà, résolue. Ouais. Et nous, les développeurs, ils se sont donné du temps, de l'espace et de l'aventure pour nous proposer autre chose en fait. Et c'est pas un simple gentil contre méchant. Et je reviens d'ailleurs sur l'écriture. En fait, le Golden Sun 2 gagne en immersion et en écriture du fait que notamment Pavel, tu vois, il est beaucoup plus profond et beaucoup mieux écrit que Vlad. Qui, comme je le disais, alors moi j'ai un peu une dent contre Vlad parce que vraiment c'est le genre de protagoniste que j'ai envie de secouer tellement. Ouais, c'est vraiment. C'est ça. Il est creux. Ouais. C'est ça, il est un petit peu creux. Et en fait, là où dans le 1, ok, c'était notre quatuor de héros qui avançait. Il y en a toujours un qui en ressort parce que on a tous des affinités en fonction de
tu vois, de la magie, en fonction du style du personnage, etc. Là, dans le 2, on arrive à quelque chose qui est plus fouillé, et tu vois, tout ce qui est second couteau, etc., eux aussi ont droit à des arcs narratifs. Alors évidemment, c'est pas des arcs narratifs poussés sur des dizaines et dizaines d'heures, mais ils ont tous leur petit moment où on va développer leur origin story, un petit peu le background, d'où ils viennent, comment ils connaissent ceci ou cela. Et en fait, le fait d'avoir pris un peu plus de temps pour faire ça, je trouve que tu t'attaches un peu plus et tu rentres encore plus vite dans le jeu, tu te fais happer vraiment par cet élan d'écriture et de personnages, de tout ce qui entoure un petit peu l'univers. Et je crois même à un moment, tu me confirmes le truc ou pas, mais dans Golden Sun 2, autre twist, on passe sur une équipe à 8, c'est-à-dire qu'on retrouve nos compagnons de Golden Sun 1 pour finalement composer une seule et même équipe. Exactement, j'allais y arriver justement, mais juste avant ça, il faut savoir que quand tu démarres Golden Sun 2, tu as deux possibilités. Soit débuter ta partie et puis en avant l'aventure, hein, comme dirait tout le monde, soit tu as la possibilité de transférer ta sauvegarde. Alors à l'époque, ça se transférait via un câble Link. Donc si tu avais la chance d'avoir 2 GBA et un câble Link, tu pouvais transférer ta sauvegarde de Golden Sun 1 vers Golden Sun 2. Si tu l'avais pas, les développeurs, très gentils et en grand seigneur, t'avaient donné la possibilité de transférer ta sauvegarde via des codes. Ces codes, ben, on est en plein JO, tu vois, ça tombe bien, donc c'est code de bronze, code d'argent et code d'or. Et c'est la plaie. Sincèrement, c'est le truc le plus horrible de ma vie que j'ai dû faire sur un jeu vidéo. C'est des kilotonnes c'est même pas des phrases. Sincèrement, c'est des lettres, des caractères, des chiffres mis en majuscules, minuscules, les uns à la suite des autres, sur 40 ou 58 caractères, je crois, quelque chose comme ça, tu le saisis et... Ah, mais ça veut dire que tu as quelque chose de très personnalisé quand même par rapport à ta première sauvegarde. Ça veut dire que tu es très proche de récupérer l'équipe quasi identique, quoi. Tu transfères absolument tout. Personnage, jean, équipement, etc. En fait... Ah ouais, donc c'est solide, c'est bien. La qualité c'est bien galère, mais bien. Ouais, c'est ça. Mais la qualité du code que tu demandes, si tu veux transférer un code bronze, argent ou or, en fait, te donne l'équipement, genre bronze, tu vas avoir que les jeans, argent, tu vas avoir les jeans et l'inventaire, et mettons or, tu vas avoir absolument tout. Donc c'est des heures, enfin moi ce code m'a fait vriller, mais c'est tellement satisfaisant parce que à peu près au milieu du scénario, donc tu pars à l'aventure dans ton nouveau continent, tout comme dans Golden Sun 1, tu vas rencontrer des nouvelles civilisations, tu vas rencontrer des nouvelles petites quêtes annexes, des nouveaux personnages, etc. Si tu as transféré ta sauvegarde, tous tes persos de Golden Sun 1 au même niveau, au même niveau d'expérience et d'équipement que là où tu les avais laissés. Et en fait, là, de nouveau, tu as un petit moment d'échange entre les personnages qui explique, tu vois, genre, en gros, il s'explique pourquoi chacun a fait empêcher les phares de s'allumer, l'autre les allumer. Et du coup, on va dire qu'ils remettent les pendules à zéro et ils repartent tous bon an, manant, genre on est tous poteaux et on est tous dans la même équipe, quoi. Et tu te retrouves donc avec une équipe qui va, avec deux fois ton quatuor, donc 8 personnages jouables que tu peux alterner, etc. avec tes jeans, tes invocations, tes pouvoirs magiques et tout par là-dessus. Et en fait, le fait d'être à 8 va t'ouvrir de nouvelles possibilités et t'ouvre à nouveau avec ce bateau que tu débloques à Lemuria. En plus, on te donne un petit... On va spoiler comme on l'avait dit, mais à Lemuria, on te donne des ailes qui se fixent sur le bateau, qui fonctionnent avec la synergie de tes personnages et qui te permettent de passer des petites montagnes, de voler par-dessus les plaines, etc. Un vrai sentiment de liberté, là. Exactement. Et là, en fait, le jeu s'ouvre totalement à toi d'une autre façon. Et ça, en fait, ce twist-là, à aucun moment tu le sens arriver. Est-ce qu'on peut dire, du coup, Fab, tu me dis, mais est-ce qu'on peut considérer que Golden Sun 1 est un prologue, en fait? Tu vois, un prologue, finalement, et que n'est que les fondations du 2, finalement. Ah, complètement. Ça serait aujourd'hui Golden Sun 1, ça serait la démo de Golden Sun. Ouais. Rien de changement drastique. Par contre, c'est des petites touches par-ci par-là qui fait que
voilà, quand tu trouves le bateau et que tu pars, tu te sens aventurier. Déjà, tu te sens aventurier quand tu vois la map du 2 et que parce qu'avec les gâchettes L et R, tu peux zoomer la taille de la map. Et en fait, quand tu te rends compte que Golden Sun 1 est intégré dans Golden Sun 2, mais que c'est qu'une toute petite partie, là, tu prends la mesure en fait de l'idée que les développeurs ont eue de ce jeu. Tu continues ton périple, voilà, tu t'allies, tu expliques, tu vas continuer à allumer les phares, etc. Tu arrives même au village de Phénicia et Salamander. Tu rencontreras d'autres antagonistes qui vont chercher à venger Phénicia et Salamander parce que au final Vlad est ton ennemi. C'est toujours pareil, comme tu disais, c'est manichéen, tu vois, dans le hug, tu es les gentils, ils sont les méchants, tu tues les méchants, dans le 2, il y a des nouveaux méchants, et du coup, vu que là, tu as le point de vue de Pavel, là, du coup, tu peux comprendre que c'est toi le méchant, en fait, en jouant le 1, tu étais le méchant pour eux. Donc, voilà. Et la fin du 2 arrive un petit peu comme sur la fin du 1, tu arrives sur une fin qui vient conclure un arc, mais qui ne vient pas conclure le jeu. Et c'est peut-être ce point-là le plus frustrant pour moi, parce que malgré qu'on t'offre une fin, il y a beaucoup de questions qui sont encore ouvertes et qui ne trouvent pas de réponse. Un pot commun, gameplay, game design, parce que finalement tout est très lié dans Golden Sun et c'est ça que j'aime, ça fait vraiment partie, je trouve, de l'ADN, c'est qu'ils ont trouvé un lien entre tous les éléments, on va voir de donjons, etc., qui est la synergie. Pour moi, c'est vraiment l'élément liant, donc on finira par un topo sur la synergie, mais avant, donc en termes de game design, en termes d'architecture de jeu, là aussi on est sur du classico-classique. On verra, ils le twisteront, comme toujours avec les développeurs de Golden Sun, mais du classico-classique avec les fameux, les villages. Par exemple, on croise des villages, on rencontre les PNJ, on fait avancer l'intrigue, ça nous permet aussi d'acheter des équipements, du stuff, de rechercher des djinns aussi qui sont présents dans les différents lieux. Il y a la map monde, à l'image d'un Final Fantasy, d'un Dragon Quest, où là on voit le monde, comme tu l'as dit un petit peu, tu expliquais tout à l'heure, quand on zoome, on voit les continents. En fait, on est vraiment à une taille géante sur une toute petite map monde et on évolue au travers des différents lieux, donc les villages, les donjons, les grottes, les forêts, tout ce que je décrivais avant. La map monde, en plus, c'est là où on a les combats aléatoires, parce qu'il faut le dire, Fab, on est sur du tour par tour comme on aime avec les Final Fantasy et les Dragon Quest. Totalement, ouais. Et c'est un de mes griefs sur Golden Sun 1 qui a été corrigé dans le 2 justement. C'est les combats aléatoires dans les donjons. Dans les donjons de Golden Sun 1, tu y reviendras sans doute après. Ils sont nombreux. Tu fais 3 mètres, tu te tapes un combat aléatoire. Dans le 2, ça a été corrigé, ça a été quand même beaucoup mieux rééquilibré. Ça te permet une meilleure exploration. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et parce qu'en fait, les donjons sont assez centraux quand même. Donc on a les villages, comme j'ai dit, la map monde, et après on rentre dans des zones plutôt fermées, linéaires, où il y a un point d'entrée, un point de sortie. Ça peut être une grotte, une forêt ou des temples, enfin des choses un peu plus structurées, où il y a toujours des puzzles. Il y a quand même toujours cette volonté dans Golden Sun de varier les plaisirs en mettant des puzzles, donc ça peut être des blocs à déplacer, des statues, des trucs, enfin imaginez tous les puzzles assez classiques du genre. Mais par contre, tu as raison, ils sont ponctués de combats au tour par tour, et ça me permet tout de suite de parler des combats. Je te propose qu'on en parle maintenant, parce que c'est quand même un élément très très fort. C'est du combat au tour par tour, mais je trouve que quand même il force le joueur, ces combats au tour par tour, à être en plus attentif. C'est pas des combats que tu peux expédier, parce que je sais qu'il y a une fonctionnalité qui t'énerve un petit peu. C'est, par exemple, si on a 4 ennemis, on les cible pour les taper. S'il y en a un qui meurt et qu'avec notre perso d'après on l'avait ciblé, il se met en garde. Il frappe pas automatiquement les autres persos. Donc les autres ennemis. Ce qui est sur le principe bien, mais assez frustrant quand on enchaîne les combats. Ça veut dire que chaque combat aléatoire
attention, il faut y être attentif parce qu'en plus, si on a un personnage qui meurt, c'est assez punitif. On n'a pas tout de suite la magie, la psynergie pour le ressusciter. Il faut ressortir, aller dans un village, aller voir un mage, enfin un gars là un sage, merci, qui va ressusciter nos persos. Donc pour moi, chaque combat aléatoire représente un petit challenge en soi. Mais je suis d'accord. En fait, cette fonctionnalité qui me frustre, on va pas se mentir, je vais rester poli pour pas m'énerver parce que franchement, c'est le pire ce truc. Mais c'est pas tant le fait de quand tu attaques ton ennemi, le perso avant le tue, ton perso il se met en défense. Bon, ok, voilà. Ce qui m'énerve, c'est mettons, tu attaques ton ennemi, tu le cibles avec ton premier perso. Donc en fait au tour par tour dans Golden Sun, il faut savoir que on choisit avec nos 4 personnages à tour de rôle l'attaque qu'ils vont faire pendant le tour et ensuite ils les déclenchent les uns après les autres. Donc en gros on n'a pas comme dans Final Fantasy le système d'ATB où tu peux te chevaucher, il peut y avoir une attaque ennemie entre deux ou autre. Un peu plus loin, ouais. Donc exactement. Là, tu choisis à l'avance en fait des actions que ton perso va faire. Donc, mettons, tes 2 premiers personnages, tu les fais attaquer ton ennemi. Le 3e, tu lui fais, activer un djinn qui pourrait soigner un de tes persos mal en point. Si tue l'ennemi que tu avais ciblé pour utiliser le djinn, du coup, la magie de ton djinn pour donner des points de vie à ton perso qui en a besoin, elle se fait pas. Échoue. Et ouais. Et du coup, t'es obligé de calculer, d'attaquer à cheval. Il y a un côté stratégique au fait que tu peux attaquer ou pas. Et ça, je sais pas si toi tu le savais. Moi, je l'ai appris de nombreuses années après. En fait, quand tu attaques un ennemi, tu sais, à la fin, il te dit vous lui avez infligé tant de dégâts. Et tu as des points... Avec les points d'exclamation. Ouais, tu as des points d'exclamation à la fin. Et en fonction du nombre de points d'exclamation, tu découvres la faiblesse de ton ennemi. Et élémentaire. Et après, tu peux rouler sur le jeu une fois que tu as compris le principe, parce que le bestiaire est quand même assez gros, mais ça reste toujours les mêmes templates. Et puis t'as 4 éléments aussi, Exactement. Donc ça réduit vite la voilure, quoi. Voilà. Et il y a quelque chose qui est très important aussi. Enfin, moi, tu vois, je vois ça quand même comme un... Donc c'est frustrant, mais moi je vois ça quand même comme une qualité, c'est qu'il y a plein de jeux comme ça au tour par tour qui te forcent à être quand même assez actif et attentif. On peut penser à Mario RPG ou FF8 pardon, où pendant que tu fais une auto-attaque, si tu appuies au bon moment, tu vois, tu vas déclencher des bonus d'attaque. En fait, ça c'est... Ce qu'ils ont mis en place dans Golden Sun, c'est pour t'obliger vraiment à être attentif pendant les combats au tour par tour. Donc c'est cool. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est la fréquence. C'est qu'il y a, à mon sens, trop de combats au tour par tour. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très, très, très bien aussi à leur crédit. C'est la magie, donc la psynergie, donc une attaque feu, une attaque glace, une attaque foudre, qui peut être 2 zones ou une cible unique. En fait, on utilise des points de magie, des points de psynergie qui vont se recharger quand tu marches entre chaque combat. Ce qui veut dire que c'est incitatif. Ça pousse le joueur à s'en servir et y aller. Alors que moi, je sais que chez moi, je joue à Final Fantasy, je vais faire attention à mes points de magie, je vais avoir tendance à pas les consommer, à faire le radin et faire que des auto-attaques. Donc, avec ces 2 procédés, avoir des combats un peu plus exigeants, il faut bien cibler, anticiper l'attaque des ennemis, anticiper nos dégâts, et en plus... pouvoir y aller, varier les magies, y aller, tu vois, je trouve que ils te rendent quand même des combats au tour par tour plus vivants que certains ténors du genre. Encore une fois, la fréquence me gêne, mais la qualité des combats au tour par tour est du très très haut level pour moi. C'est malin dans le sens où ils étaient entre guillemets obligés de trouver ce genre de subterfuge parce que la psynergie, t'en as besoin tout le temps, que ça soit pendant tes combats, en dehors, et du coup, si tu l'utilises pendant tes combats et que tu te retrouves à sec quand t'es dehors, tu peux pas débloquer le puzzle qu'on te propose ou l'énigme. Si tu l'utilises en dehors et que t'arrives au combat, que t'en as plus pour pouvoir te soigner ou autre, tu vas te faire défoncer, donc tu vas mourir et voilà. Donc il fallait trouver un compromis. Et je pense que le compromis est plutôt bien en proposant ça. Après, je reviens rapidement sur ce que tu disais, tu vois, sur les combats un peu dynamiques qui t'obligent à être un peu alerte, etc. C'est un peu ce qu'on voit maintenant dans la nouvelle vague des JRPG. Moi, je pense notamment à Sea of Stars qui t'ont fait du tour par tour où c'est interactif pendant les combats. Donc, ça te fait des petites choses un petit peu pour rester concentré. Vivante, quoi. Ouais, c'est ça, pour pas attentif, spammer comme sur les premiers où tu fais où tu envoies toutes tes invocations et puis terminé.
Voilà. Mais c'est vrai que il y a quand même plein de petites idées comme ça qui viennent enrichir et qui viennent rendre un peu le confort de jeu plus agréable. Par contre, tu parles de la fréquence, certes dans le 1, dans les donjons particulièrement, c'est vraiment infernal. Ça a grandement été amélioré. Dans le 2, on n'a pas du tout la même fréquence. La même fréquence. Ouais, c'est beaucoup plus permissif et beaucoup plus souple. Tu as une exploration qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus intéressante. Et troisième élément, du coup, pour moi, qui sont fondamentaux dans les combats de Golden Sun. Donc j'ai cité la richesse des combats aléatoires, les synergies qui se rechargent quand tu marches, enfin les points de magie. Et le troisième point, qui est presque pour moi la notion la plus importante, et elle est un peu tendue à expliquer, donc je vais essayer de faire simple, et tu me corrigeras, Fab, si c'est pas très clair, mais c'est le jeu instaure à tout moment une notion de choix aux joueurs pour ces combats. Je m'explique. Donc on a beaucoup parlé des djinns et c'est le moment vraiment d'en parler. Les djinns, c'est des petites créatures qu'on va récupérer qui vont nous booster nos statistiques et nous offrir de la magie. Sauf que, en plus de nous offrir de la magie, on peut les invoquer, donc les utiliser pour faire des dégâts aux ennemis, pour renforcer nos coéquipiers, améliorer notre défense, notre attaque, récupérer des points de santé. Donc c'est en plus, les djinns sont des couteaux suisses, mais quand on les utilise, ils sont fatigués. Et donc, utiliser un djinn va nous apporter sur le moment quelque chose de bénéfique, mais derrière, le temps qu'il se repose pendant 1 ou 2 tours, on va perdre des synergies, on va perdre des points de vie, des points de compétence, des points de force. Bref, ça fera baisser nos stats. Donc, il y a toute cette notion d'utiliser nos ressources à bon escient, d'anticiper nos combats et de faire des choix. Avant les combats, est-ce que je lis tel djinn à mon personnage? Est-ce que je le mets en repos? Est-ce que je booste mes stats? Est-ce que je vais les utiliser pendant mes combats de boss? Parce que plus on utilise de djinn, en plus, plus on peut invoquer des très belles évocations, très puissantes, comme dans les Final Fantasy, des météorites, des trucs de ouf. Mais après, on se retrouve avec des persos en mousse. Et si tu veux, cette notion de choix perpétuel qui est offert aux joueurs, je trouve que là aussi, c'est un vent de fraîcheur, même encore aujourd'hui, dans les combats de JRPG. En plus, t'as fait le point là sur les djinns qui te donnent des petits bonus, des points de PV, etc. Ouais. Et globalement, le djinn, il a 3 statuts. C'est le statut neutre, genre il t'accompagne, voilà. Le statut lié, qui lui le met en position d'être utilisé. Et le statut repos, comme tu disais, qui il sert plus à rien, il est HS, voilà. Le truc, c'est que moi, ce que j'avais pas tout à fait compris au tout début sur mes premières parties, c'est que lorsque tu actives un djinn, que tu le lies à tes personnages, alors déjà sa capacité, tu ne peux pas l'utiliser pendant le combat, parce que dans le menu des combats, tu as le classique attaquer avec ton arme, tu as le classique sac objet à utiliser, tu as le menu djinn, et ensuite tu as le menu invocation qui apparaît, des invocations dont tu parlais tout à l'heure. Le menu djinn, quand tu y passes, tu peux utiliser un djinn pour l'invoquer, et utiliser son effet sur ton personnage. S'il est lié dès le début, cet effet, tu ne peux pas l'utiliser. Donc, comme tu disais, le choix est important avant le combat. Ouais. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, moi, c'est que quand tu lis un djinn, ta barre de vie descend. C'est que tes PV sont impactés par le djinn que tu as lié ou qui est en repos. Donc, tant que le djinn a pas repris son état normal, tu es en déficit de PV. En faiblesse, en fait. Ouais, tu es en faiblesse de PV, de magie. Et du coup, il te faut vraiment réfléchir à comment tu veux le tourner, d'autant que certains passages t'obligent à mixer les djinns. Alors, il y a des centaines de pages sur Internet où on peut voir en mettant 3 djinns de terre, un mystique du feu, en mettant 2 djinns d'air, un mystique d'eau, on peut débloquer telle classe, on peut débloquer tel pouvoir de synergie. Et en fait, ça, des fois, t'as pas le choix de le faire, t'es obligé, parce que l'énigme dans le donjon te demande une synergie que tu n'as pas de base. Bien particulière, ouais. Et tu es obligé de donner un djinn qui est la faiblesse d'un de tes mystiques, de le lui lier pour accéder à cette synergie dans son éventail de magie. Et du coup, ça t'affaiblit de base. Du coup, tu es obligé de prendre aussi cette partie-là en compte pour pouvoir au mieux avancer dans tes combats et tout. Et donc, en fait, t'es toujours en train de faire c'est pas péjoratif, attention. Mais non, c'est le sel du jeu, au contraire. Ouais, c'est le sel du jeu. T'es vraiment toujours en train de gérer tes petites armes, tes machins, parce que c'est pareil. Tu as des reliques, et les reliques que tu équipes,
quand tu attaques, elles peuvent faire des attaques un peu boostées avec un effet comme les invocations. Et si t'attends après ça, eh ben c'est pas bon. Il te faut calculer que ça c'est que du bonus aussi. Donc il y a vraiment toute une partie réflexion et stratégie derrière. Belle transition, parce que je pense que c'est le moment aussi de parler des synergies. Je terminerai juste quand même pour conclure la partie combat. Vraiment, ce qu'on a dit n'est pas péjoratif, hein. Comme tu l'as bien précisé, pour moi c'est le sel du jeu. C'est même un tour de force, c'est même une prouesse, hein. Vraiment, j'utilise des mots forts, parce que perpétuellement on est en train de cogiter, de se dire tiens, il faut que je fasse tel choix, tel choix, tel choix. Et quand on ajoute une dimension choix au joueur, on joue aussi sur son implication. Moi je me suis senti vraiment très impliqué auprès de mes personnages, auprès des statuts des djinns, les lier, les palier, les basculer sous tel ou tel perso. Je trouve vraiment que ça c'est l'élément fort en termes de gameplay. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mais enfin, comme tu disais, je pense on peut parler un peu plus synergie vraiment, qui est le cœur de tout le jeu. En fait, la synergie, si tu veux, pour moi, c'est ce que je disais, c'est l'élément un petit peu liant, parce qu'en fait, tu as donné des exemples et on va les rendre un peu plus complets et concrets pour nos auditeurs. En fait, la synergie, au-delà d'être de la magie, un magie intrinsèque, feu, balancer une boule de feu dans la tronche d'un ennemi, en fait, les game designers, ils ont pensé, ils se sont dit, en fait, on a des héros qui sont blindés de magie, mais elle leur sert à rien dans le monde réel. C'est pas normal dans les Final Fantasy et machin, on est capable de faire plein de choses en magie, mais ça a aucune incidence. Et eux, en fait, ils ont mis la synergie aussi au cœur du game design, mais en dehors des combats. Et donc, t'as donné des exemples. Les djinns qu'on associe vont nous donner des pouvoirs aussi en dehors du jeu. Donc, ça va pouvoir être, par exemple, créer des plateformes. Comme ça, on va pouvoir passer un gouffre. On va pouvoir faire pousser une liane qui va nous permettre d'escalader une montagne. On peut porter des objets, les pousser avec force, des très gros objets, hein, j'entends, ou attraper des objets qui sont en hauteur. Enfin, c'est cette synergie telle qu'ils l'ont utilisée, c'est vraiment... Elle a le bienfait de donner de la consistance au jeu, donner de l'épaisseur, donner de la cohérence, et là encore, de donner à nos choix, de lier les djinns entre eux ou pas, une implication dans le jeu, qui crée même peut-être un tout petit côté Metroidvania parfois, parce qu'on est dans une caverne, on n'a pas la bonne synergie, il faut trouver le bon objet, le débloquer plus tard presque. Enfin tu vois, je trouve que c'est vraiment l'élément pour moi liant avec l'ensemble. Et aussi, on a passé beaucoup de temps sur l'histoire, je trouve que ça lie l'histoire aux joueurs, parce que on est là pour réactiver ou non l'alchimie au sein de ce monde, et c'est bien au vu de l'enjeu, de montrer une implication de cette alchimie concrètement dans nos actions de tous les jours, si je puis dire. Donc moi, je le perçois vraiment comme l'élément liant, tu vois, de tout cet ensemble, de tout ce génie en termes de game design. Alors, je vais te prendre l'exemple de Golden Sun 2 qui t'ouvre un monde un petit peu plus large que Golden Sun 1, bien qu'on ait des prémices dans Golden Sun 1. En fait, à partir du 2, comme tu as un monde beaucoup plus grand, tu as une exploration qui est beaucoup plus riche, et tu as un espèce de sentiment de liberté qui est vraiment qui te prend, et t'as envie d'aller partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as vraiment envie d'aller partout. Tu vois, je sais pas, une forêt, tu te dis il y a peut-être un djinn, parce qu'en fait les djinns, on peut les trouver dans les villages, on peut les trouver dans les grottes. Par contre, il faut chercher les grottes. Les djinns, ils sont pas donnés gratos. C'est pas cadeau. Il faut vraiment les mériter. Il faut aller les chercher. Il y en a qui sont cachés sur la map. Vraiment, c'est en explorant la map qu'on va passer dans une forêt. On va avoir un combat aléatoire. C'est un djinn. Il faut aller les chercher. Et en fait, cette exploration qu'il y a dans Golden Sun 1 au début et dans le 2, qui va te pousser, du coup, notamment avec le bateau après, à pousser ton exploration vraiment à tous les confins de la map. Ça va te permettre déjà de trouver tous ces djinns, et aussi de trouver tout plein on va dire de tribus et de peuples différents, en fait, des tribus, parce que tu vas avoir vraiment des tribus un peu comme des tribus indiennes, des tribus qui vont avoir des cultes, je pense notamment asiatiques, un peu japonais aussi. Chaque fois tu vas retrouver leur vision de la synergie, leur vision de la magie. On a par exemple les adeptes de Val qui eux vont utiliser tout ce qui est synergie de la terre principalement. Je parlais tout à l'heure des lémuriens qui justement vont nous donner la possibilité de voler avec le bateau. Eux en fait, moi
dans ma tête, les Lémuriens, tu vois, c'est un peu l'Atlantide. C'est l'île qui était là, que tout le monde sait qu'elle est là et qu'elle a disparu, personne ne sait où elle est, parce que pour y accéder, il te faut passer c'est pas mal. la mer de tourbillon dans un sens précis. Pour le passer, on te donne les paroles d'une chanson qui se transmettent de génération en génération. Eux ont une vision de la psynergie. En fait, pour eux, la psynergie, c'est l'alchimie. Pour beaucoup de peuples, c'est l'alchimie. En fait, le peuple de Phéniciens et Salamandres, qui est les Proxians, juge ça comme de l'alchimie aussi. Par contre, tu vois, par exemple, quand on est au Colisée, etc., à Tolby, ouais. À Tolby, les gens savent que la psynergie existe et tout, mais pour eux, c'est plus de la magie et des dons que les personnes ont que vraiment, tu vois, un truc que tout le monde pourrait avoir. Alors qu'en fait, on t'explique que la psynergie, elle se trouve dans tout, etc. Et donc, chaque peuple de Golden Sun 1 et 2 a un affect et un attrait à la psynergie différent. Et du coup, toi, tu vas, au fil de cette exploration, on en revient toujours à ça, en fait, dans le 2, l'exploration, tu vas découvrir des nouveaux peuples, découvrir des nouvelles psynergies qui vont t'apprendre à maîtriser quelque chose. Tu vas avoir le bateau, tu vas continuer ta psynergie, tu vas pouvoir parler à des animaux, tu vas pouvoir débloquer des accès à des grottes, tu vas trouver des trésors. En fait, dans le Golden Sun 2, la partie exploration, elle est extrêmement bien récompensée. Comme cette exploration, elle te pousse toujours à aller plus loin, plus loin, plus loin, tu vas finir par tomber sur un forgeron qui, lui, va te permettre de débloquer des items et de fusionner toutes ces armes rouillées avec les matériaux que tu trouves pour arriver à faire des armes et des reliques qu'ils appellent, avec des armes ultra puissantes qui, là, te permettent, encore une fois, de donner une autre possibilité de jeu, parce que comme les armes ont des capacités plus importantes et plus fortes, elles te permettent de compenser certaines faiblesses que tu vas t'auto-infliger en activant les djinns ou pas. Ouais, et je trouve que ça apporte un équilibre. C'est un élément qui est moins présent dans le 1, pour le coup, ce côté très exploration, parce qu'on a plus l'impression du 1 d'être un jeu faussement ouvert mais plutôt linéaire. Donc là, tu vois, le 2 de ce que tu expliques est vraiment ça t'emmène, ça t'embarque, un voyage, un départ à l'aventure, un peu grandiloquent. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, ça enrichit quelque chose que je disais, ce que tu expliques, c'est que les différents peuples qui appréhendent, qui ont une vision différente de la psynergie, qui pour eux c'est soit un culte, soit un don, soit de la magie, soit quelque chose, un héritage au travers le temps, enfin bref, que tous les peuples aient une vision un petit peu différente de la psynergie, c'est vraiment l'élément que je disais, de lien, de consistance, t'as l'impression de voyager grâce à ça. Parce que si tu parcours ta map d'un bout à l'autre, t'es à l'autre bout du monde et finalement ils pensent comme les gars à l'autre bout du monde, justement, ça n'aurait pas trop de sens. Donc ils ont eu aussi ce génie dans l'écriture de faire varier la vision qu'ont les gens de la psynergie, comme finalement ce que l'on vit nous. Aujourd'hui, notre culture est différente de celle des personnes qui sont à l'autre bout de la Terre, et c'est bien normal. Et cet élément fort, tu vois, appelle à l'ouverture et appel à l'aventure. Comme tu disais, il y a un sentiment de dépaysement, il y a un sentiment de voyage. Et ça, c'est quelque chose qui est encore une fois à mettre au crédit du jeu. Et comme élément liant, la psynergie. Alors, petit point aussi, j'ai complètement oublié de le dire. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait une vingtaine d'heures pour le finir à 100%, le premier Golden Sun. Pour le 2, si vous voulez le faire à 100% avec toutes les reliques, tous les djinns, etc., vous pouvez compter une bonne quarantaine d'heures. Parce que vraiment, il est très très riche, très très vaste, et il y a vraiment de quoi faire. Ça illustre bien ce qu'on disait, un deuxième volet qui est plutôt un premier volet qui ressemble à un petit prologue, en tout cas un premier chapitre finalement sur 3. Là, on pourrait découper presque l'aventure comme ça. Le Golden Sun 1, l'arc de Vlad, après on retrouve l'arc de Pavel, et le troisième arc, l'arc final où le groupe est au complet. Ouais, complètement. Est-ce qu'on a tout dit du coup d'un point de vue game design, djinn, psynergie, gameplay? C'est vrai qu'on a fait un petit medley de tout ça, mais parce que tout est vraiment intrinsèquement lié, vous l'avez vu. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose? J'aurais juste un
tout petit point, parce que tout à l'heure, tu as parlé des donjons qui étaient un petit peu à la Metroidvania. Là où les développeurs ont poussé le truc, c'est que dans le premier Golden Sun, vous montiez dans votre phare, vous rentriez dans la pièce principale, vous montez au phare, vous passiez les petits puzzles, les petites énigmes, etc. Vous arriviez là-haut, terminé. Là, dans le 2, en fait, les phares sont pensés de manière à ce qu'il y ait l'accès central, et en fait, il y a des tours à droite et à gauche. Du coup, ça agrandit encore un peu plus la partie exploration donjon. Ouais, temple. Et ce côté Metroidvania qui fait que, dès le début, tu peux aller dans la tour que tu veux. Que ce soit la tour centrale, la tour à droite, la tour à gauche. Le seul truc, c'est que si t'as pas l'app synergie ou t'as pas débloqué l'interrupteur qu'il y a dans dans le premier donjon pour ouvrir la porte dans le deuxième donjon, tu n'avanceras pas. Mais il y a ce côté Metroidvania qui est présent aussi dans le Golden Sun 2 via l'agrandissement de ces donjons. Et c'est quand même ultra stylé quand tu sors du premier donjon, que tu passes sur la petite passerelle pour aller de l'autre côté. T'as vraiment cette sensation, tu vois, de hauteur et tout. Parce que on n'en a pas parlé et on aurait pu, parce que graphiquement, ça pousse la GBA, mais à fond. Et les potards sont à fond, que ce soit dans la BO, dans l'esthétisme, les graphismes. Enfin, c'est vraiment pour une 32 bits, un truc extraordinaire. C'est vrai, on n'en a pas parlé et c'est, je pense, un des plus beaux JRPG de la GBA. Franchement, c'est assez dingue. Même dans les sprites, après, il y a toujours la limitation technique, donc c'est pour ça qu'ils créent des petits émoticônes en bulle pour dire s'il sourit, s'il est pas content, s'il est triste, etc. Mais graphiquement, et aussi ce que tu disais, la richesse des cultures, la richesse des environnements, des villes, comme tu as plein de petits villages, tu as autant de diversité en termes de décors, d'architecture. Non, franchement, ils ont été exceptionnellement bons sur toute la partie direction artistique. Et je pense que ça contribue aussi clairement au succès du jeu. Donc, cette session va être plus rapide de l'émission. Je pense que vous devez le voir à votre timer parce que on va parler de Golden Sun 3. Alors, voilà, je vais être très honnête comme toujours avec nos auditeurs, et toi tu le sais Fab, je ne l'ai pas fait, ce Golden Sun 3. Je sais qu'il a extrêmement mauvaise presse, le pauvre, parce que c'est les mêmes personnes je crois qui sont derrière, donc voilà, c'est jamais très cool. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Je crois que tu as eu le courage que je n'ai jamais eu de lancer la DS. Il me semble que c'est sur DS où je suis peut-être en train de dire des bêtises. Enfin bref, Golden Sun 3, dis-nous tout. Enfin, dis-nous ce que tu peux dire en tout cas de cet épisode. Alors, on va faire bref et efficace. Ce jeu n'existe pas. Il n'existe pas. Plus sérieusement, ça s'appelle Golden Sun Obscure Horror. Donc c'est un jeu qui est sorti. Il est obscur. Ouais. Enfin obscur. Non, c'est bien ça le problème en fait. Il aurait mieux fait de le rester. C'est un jeu qui est sorti en 2010 et qui a été développé par Camelot et édité par Nintendo. C'est dommage, hein, on partait sur de bonnes bases. Hein. Mais c'est de la Camelot. Je devais la faire. Tout. Non mais c'est vraiment, on n'est pas loin. On avait tout. Alors sachez que si vous avez joué à Golden Sun 1 et à Golden Sun 2, parce qu'on vous a super bien vendu le jeu, que vous vous êtes éclaté et tout, et que vous voulez commencer Golden Sun Obscure Horror, ça ne sert à rien d'avoir joué aux deux avant. Vous pouvez direct commencer par Obscure Horror si jamais vous avez envie. Moi, je vous le recommande pas. En gros, je l'ai fait, j'ai pas joué longtemps. L'histoire, ça se passe 30 ans après l'épilogue de Golden Sun 2. On suit Matt, Terry, Chiara. C'est les enfants de Vlad, Gareth et Ivan. Ces trois gamins, ils sont insupportables. Ils étudient les effets de l'alchimie sur le mont Alpha, etc. Il y a des vortex de synergie qui apparaissent. Il y a un nouveau cataclysme qui menace, qui est la lune de Grief. C'est un nouveau péril ultra dangereux, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit un petit peu et qu'on nous tease comme grande quête, parce qu'en fait, en réalité, on va suivre Terry, qui est en gros le boulet du groupe. Il a un super delta plume, donc c'est une espèce de parapente un peu delta plane, et en gros, comme c'est un boulet, il le casse. Pour le réparer, il leur faut une méga plume ultra rare, qui est la plume de Rock, et qui vient d'un oiseau mystique qui est dans... C'est vraiment ça la quête là, ou tu trolls?
Non, attends, mais c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, au début, c'est ce qu'on te vend et il faut que tu ailles chercher cette plume à l'autre bout du monde. Et donc, on t'oblige à partir à l'aventure sous couvert de tout ça et tu vas affronter tous les dangers de la lune du grief avec des antagonistes aussi charismatiques. Limite, tu vois, je préfère Vlad que les antagonistes de ce jeu. Ah ouais, c'est dire. Ouais, franchement... Enfin, au bout de quelques heures, la quête principale, toi tu l'as oublié, apparemment les développeurs aussi, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Il y a jamais rien qui te rappelle que tu dois partir à la recherche de la plume ou que t'as un grand danger qui va menacer la Terre. On s'en fiche, t'avances. T'as de la synergie, un peu comme dans les premiers, mais à part utiliser tourbillon pour faire avancer sur l'eau, souffler des feuilles et machin, tu utilises quasiment jamais les autres. Graphiquement, par contre, bon, c'était de la 3DS, c'était propre. Ouais, j'ai vu des vidéos, c'est mignon. Mais est-ce qu'il n'est pas à espérer? C'est triste ce que je vais dire, Fab, tu me dis, mais est-ce qu'il serait pas à espérer plutôt qu'un épisode 4 ou je ne sais quel Golden Sun, un remake du 1 et du 2 qu'on retrouve dans un seul et même jeu en 2D HD, tu sais, comme ils savent faire avec le prochain Dragon Quest qui arrive ou dans les Octopath Traveler et tout, où on a vraiment une version optimisée de Golden Sun 1 et 2 en un seul volet. Ça, ce serait le feu, je pense. Enfin, moi, ça, je suis ultra client, tu vois. Ah, mais moi, je signe tous les jours. Mais là, vous me faites un vrai jeu. Maintenant qu'il n'y a plus de cartouches ou quoi, vous me faites Golden Sun 1, 2 et 3. Un vrai 3, pas un truc et qui dans la suite du 2, en HD 2D, où tu vois, limite, tu sors le Golden Sun 3 en HD 2D parce que le 1 et 2 est dispo sur le Switch Online, le temps de faire un remake, je leur en voudrais pas. Mais arrêtez de leur faire des jeux de Mario Golf, Mario Tennis, on n'en peut plus, moi. On veut Golden Sun 3 propre en HD 2D, et puis voilà. Enfin, franchement, vous avez joué à Sea of Stars? Non, jouez-y. Vous y avez joué? Oui, c'est trop bien. C'est vraiment le digne héritier, tu vois, de Golden Sun, que ça soit graphiquement, dans le design des donjons. On a des vibes de Golden Sun dans Sea of Stars, c'est extraordinaire. Un Golden en fait, t'es en train de nous vendre un Golden Sun 3 Sea of Stars, en fait. Si on veut un Golden Sun 3, faut jouer à Sea of Stars. C'est ça que t'es en train de dire. Alors, les trames sont pas les mêmes, mais vous allez prendre en termes d'hommage. Ouais, en termes d'hommage, oui. En termes de twist, en termes d'aventure, de personnages, franchement, mais c'est le jeu parfait de l'été, en fait, Sea of Stars, tu vois. C'est... Enfin, bref, on n'est pas là-dessus, mais pour revenir sur Golden Sun Obscure Aurore, globalement, ça reste les mêmes mécaniques de jeu, hein, avec les jeans, les invocations, etc. Il y a quelques améliorations, mais il n'y a rien non plus, tu vois, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, pour reprendre une expression que vous dites souvent, mais c'est un jeu qui est beaucoup trop facile, le scénario il est sans intérêt, la plume, la lune, on l'oublie autant que les développeurs, on s'en fiche. Tu rajoutes des méchants, des trucs, des bidules, tu les ajoutes, tu les mets, tu mélanges. En gros, le scénario qui te propose, tu le vis pas, tu le subis, quoi. Vraiment, c'est quelque chose, c'est lourd, c'est long, c'est chiant. Moi, je trouve qu'il y a rien à regarder de ce titre. C'est un avis purement personnel. Si vous l'avez fait, que vous avez aimé, que vous avez des bons points, envoyez. Je suis preneur d'avoir un bon avis là-dessus. Bah oui, il faut nous le dire. Ah bah oui. Sincèrement, faites le 1 et le 2 et vous prendrez beaucoup. Bah écoute, merci pour ce Golden Sun 3. Je peux que adhérer, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Après, comme on dit toujours, faites-vous votre avis. Mais moi, j'ai tendance quand même à écouter Fab, qui est le plus grand spécialiste de Golden Sun que je connais. Donc je vais me ranger de ton avis et je vais plutôt jouer à Sea of Stars que Kira m'a offert en plus, plutôt que de jouer à Golden Sun 3 sur DS. Voilà, j'ai raison, tu valides mon choix stratégique. C'est un très beau cadeau, et, surtout que tu vas peut-être le finir et ils vont peut-être annoncer la suite du DLC qui est en cours. Enfin, le DLC est en cours, donc on attend juste une date de sortie. Moi, je l'attends comme bon, je te propose qu'on passe à la conclusion. On a déjà dit beaucoup de choses. Après, on l'a dit, hein, c'est pas exhaustif. On a dit beaucoup de choses. On a peut-être omis des choses. Mais excusez-nous, hein, nous sommes des êtres humains normalement constitués. Donc, en conclusion, moi, je vais dire pourquoi Golden Sun est si culte pour moi. Déjà, c'est un des vrais premiers JRPG auxquels j'ai joué. Il faut le redire, à cette époque, sur la GBA, moi, j'étais pas encore un très grand JRPG man comme je le suis aujourd'hui. Donc, au-delà de la nostalgie, parce qu'il y a un vrai côté nostalgie, moi, ce que je retiens, Fab, c'est ce que j'ai expliqué, c'est l'implication du joueur. Au travers des choix que l'on donne dans
les combats, les jeans, les activés, pas les activés, on fait pas tout le topo. Les personnes, enfin pas trop les personnages, mais plutôt l'histoire qui m'a bien accroché. On a vu tous les twists, tout ce que les développeurs ont été capables de mettre en avant, surtout avec ce côté pile ou face, hein, en fonction de comment on regarde les choses. Peut-être que la personne en face de nous n'a peut-être pas si tort que ça, donc c'est une belle leçon de vie aussi dans le monde que l'on vit. Donc vraiment, je résumerais moi Golden Sun comme une expérience, un joyau émotionnel et vidéoludique très très fort. Comment toi tu dirais, pourquoi est-il aussi culte pour toi Golden Sun, en conclusion? Globalement, je rejoins à peu près tout ce que tu as dit. Il a moi j'y ai en plus un affect particulier du fait que je l'attendais fort quand il est sorti. C'est un jeu que j'ai depuis toujours en cartouche. J'y joue toujours sur son matériel original, sur GBA. Alors, je suis passé sur une GBA un petit peu modée avec écran IPS, donc c'est confort. Et puis plus récemment, on en parlait sur une Analog Pocket qui retranscrit vraiment les couleurs fidèles du jeu avec son système de filtre et un écran extraordinaire. Et en fait, j'apprécie toujours autant. En fait, c'est parce que le scénario est toujours frais. Il est assez riche et assez dynamique pour t'embarquer et te proposer une aventure où tu vas pas décrocher. Mais en même temps, il est assez court pour te dire, ouais, tu peux le faire, tu vois, sans avoir à sacrifier trop de temps. Le format qui le rend pour moi vraiment culte et que j'apprécie toujours le faire, c'est le fait que ça soit un jeu de Game Boy qui soit portable. Parce que tu le trimbales partout, tu peux jouer, tu peux faire une partie, etc. La GBA pour moi c'est une console qui est top 1, sincèrement, on va pas se mentir. Moi c'est ma console de cœur. Ouais, c'est vraiment la console qui propose des jeux comme ça riches, etc. Et pour moi, voilà, le Golden Sun, il est riche qualitativement, il est bien écrit, il propose un scénario qui est varié avec plein de persos qui vont gagner en fait en écriture et en consistance en faisant les deux jeux. Donc ça implique le joueur encore plus et je trouve que les développeurs ils prennent pas les gens un peu tu vois pour des neuneux quoi en gros parce que on te propose une aventure et on t'implique dans cette aventure avec les choix, les décisions et tout. Et moi je trouve que voilà, même encore aujourd'hui, c'est un RPG qui a 20 ans, mais c'est un RPG qui accuse pas du tout le coup. Alors je sais pas si tu as fait ou tu as refait peut-être Chrono Trigger récemment. Je suis dessus. Je suis dessus actuellement. Ouais, il me semblait que j'avais entendu dans un des épisodes que je suis dessus. Mais pareil, tu vois, c'est le genre de jeu qui est pensé et qui est pas dépassé. Intemporel. Ouais, c'est ça, c'est pas intemporel. Tu peux y jouer encore. Ouais. Et en plus, d'autant que là, sincèrement, il est dispo sur le Nintendo Switch Online, même sans se ruiner, parce que les cartouches GBA d'occasion, c'est devenu hors de prix, et voilà. Un mois de Nintendo Switch Online, vous avez le temps de faire les deux, et vous pouvez vraiment passer une bonne cinquantaine d'heures sur une belle aventure. Il faut pas dire, Golden Sun 3, il n'y a pas la fin. Si, à la fin de Golden Sun 2, vous avez la fin de votre aventure qui tourne autour des phares. Et c'est largement satisfaisant à mes yeux. Moi, il m'en faut pas plus. Eh ben écoute, merci beaucoup et franchement lettre d'amour qu'on vient de faire à Golden Sun. Après on est tous les deux des très très grands amoureux de ces jeux. Tu sais, on a l'habitude de finir l'émission toujours avec des petits big up. Donc là j'ai 2 big up cette semaine. Un pour Kira, quand même, on pense à lui, il est aux Bahamas en train de siroter son petit cocktail sans alcool bien évidemment. Donc on pense à lui. Et l'autre big up c'est pour toi femme, merci beaucoup franchement du temps que tu nous as consacré, de ta passion, de ta gentillesse. Franchement ça a été un énorme plaisir que tu assures un petit peu l'intérim pendant cet été avec moi. Je suis très reconnaissant. C'est moi qui vous remercie, autant toi que Kira, déjà de m'avoir invité, de me donner un petit peu un temps de parole, encore plus sur Golden Sun que moi j'apprécie particulièrement. Ça m'a fait extrêmement plaisir, c'était vraiment très cool et franchement juste un grand merci parce que voilà, j'adore écouter et cette fois j'ai participé, donc vraiment cool. Et sinon je mettrai aussi en lien de description dans l'épisode ton blog où te retrouver, ton compte Twitter, enfin je mettrai à vous auditeurs pour passer un petit message à Fab, vous pouvez me contacter si vous voulez lui passer un petit message, mais dans la description de l'épisode il y aura tous les liens pour te retrouver. Et comme il est de coutume, je vais me taire et je te laisse le mot de la fin, ce que tu veux dire à nos auditeurs. Tu as carte blanche,
blanche, si tu veux leur recommander un petit truc pour l'été, si tu veux les remercier, leur dire ce que tu veux, bref, tu as carte blanche pour clôturer cet épisode. Déjà, merci d'avoir été patient et d'avoir écouté jusqu'ici. J'aurais une petite reco pour rester dans l'univers Golden Sun, magie, etc. C'est le nouveau tome de Dragon Quest, la quête d'Avan, où en fait on va suivre les aventures de Aban, qui est le maître de Fly ou de Dai. C'est le tome 1 qui est sorti, et donc on reste dans tout ce qui est magie, un peu JRPG, parce que ça reste l'esprit Dragon Quest. Et voilà, c'est vraiment très cool, donc profitez, lisez, tenez-vous au frais s'il fait chaud, tenez-vous au chaud s'il fait frais, et surtout, voilà, jouez, lisez, profitez, et merci encore d'avoir écouté, merci Kira et Sid de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Avec grand plaisir, et bien écoutez, prenez soin de vous comme l'a dit gentiment Fab, et puis à très vite, ciao. Salut.